Notre intérêt pour l'art en général et contemporain en particulier se confirma à notre arrivée à Paris au début des années 50. Les visites au musée du Louvre, mais aussi et plus souvent au Musée national d'art moderne, alors au palais de Tokyo avenue Roosevelt, étaient fréquentes. Les promenades du samedi nous conduisaient dans les rues du quartier latin, autour de la rue de Seine, où se côtoyaient antiquaires, magasins d'objets d'art et nombreuses galeries. Mon mari travaillait non loin de là, aussi allait-il souvent s'y promener. Certaines n'ont pas été sans influencer nos choix futurs. Pour n'en citer que quelques-unes, les galeries Denise René, Arnaud, Claude Bernard, Yolas, Facchetti, Laroux, la galerie de Seine. L'époque était passionnante. Une véritable émulation et confrontation existait entre elles, les artistes et les revues. Les problèmes d'argent et de cote n'étaient pas, sinon peu évoqués. Les questions de prééminence de telle ou telle tendance dominaient. Les tenants de l'abstraction lyrique pourfendaient ceux de l'abstraction géométrique. Les expressionnistes n'aimaient ni la figuration narrative, ni le surréalisme, dont les adeptes, à leur tour, les dénigraient. Les salons de peinture, tels ceux des Réalités Nouvelles ou de Mai, étaient fréquentés et instructifs. Les revues, comme le Jardin des Arts, Simèse ou Art d'aujourd'hui, nous faisaient mieux connaître le monde de l'art contemporain. Les articles de Michel Sefort, Michel Ragon, Michel Tapier étaient très importants, tout au moins en ce qui nous concerne, chacun défendant ses choix avec talent, pertinence et quelquefois même avec une certaine agressivité. Les écrits de Michel Ragon, tout particulièrement ceux dans lesquels il parlait des artistes qu'il aimait, auront plus tard une influence indéniable sur nos choix. En 1968, une opportunité de travail nous a conduits à Nantes, a priori pour quelques années, mais la ville nous a séduits et nous y sommes toujours. Dès notre arrivée, nous avons connu la galerie Michel Colombe, rue Lafayette, qui présentait essentiellement des artistes de la région, et la galerie Argos, rue du Roi Albert, qui en exposait d'autres au renom national ou international. Mon mari a adhéré à la Société des Amis du Musée des Beaux-Arts, puis est devenu président d'Archipel, groupe réunissant la plupart des peintres de la galerie Michel Colomb. Visiteurs assidus du Musée des Beaux-Arts, nous pouvions voir des manifestations qui, à cette époque, faisaient alterner des expositions remarquables de niveau international avec celles tout aussi intéressantes qui permettaient de découvrir l'œuvre de créateurs significatifs travaillant dans la région. Au début de 1975, nous avons ouvert la galerie Convergence à Nantes, 18 rue Jean Jaurès. C'était une excellente façon de mieux entrer dans le monde de l'art contemporain. Dès le départ, nous avons pu présenter un large éventail d'artistes connus. Par la suite, les expositions se sont succédées au rythme annuel de 5 à 6 personnels et de 2 à 3 collectives. Et ceci jusqu'en 2000, année de clôture. De 1986 à 1990, avec des amis, nous avons également animé une galerie Convergence à Paris, rue des Archives. Une autre a eu une existence éphémère en 1989-90 à Malmö, en Suède. En ce qui concerne notre collection, aucune ligne directrice bien établie n'a été suivie, sauf celle de montrer la plupart des expressions du moment. Elle résulte de rencontres, de découvertes, de coups de cœur. Si nous décidions de présenter tel ou tel artiste, c'était souvent avec l'idée de pouvoir acquérir une de ses œuvres en fonction de nos moyens financiers, bien évidemment. Une tendance particulière n'a jamais été privilégiée. L'art conceptuel nous a laissés insensibles, étant avant tout des rétiniens attachés à l'objet.
Ainsi se côtoient l'art abstrait lyrique et géométrique, l'expressionnisme et la figuration sous toutes ses formes, le minimal art et l'art naïf. L'essentiel étant la qualité plastique des œuvres hors de toute justification formelle. Connaître la préoccupation de l'artiste, sa recherche, le sens qu'il veut donner à ses créations est certainement utile, mais au-delà de toute explication ou justification, l'œuvre doit exister par elle-même. Les mots seuls peuvent-ils traduire ce qui s'exprime à travers le regard et le sourire de la Joconde? Comment décrypter le mystère et l'infini qui émanent de certaines sculptures pharaoniques ou romanes ou encore de masques africains? Tous les hommes ne se ressemblent pas et même évoluent au cours de leur existence. Certains créateurs choisissent l'expression poétique, d'autres privilégient la rigueur de la composition et des formes, ou la violence de leurs sentiments, d'autres encore ont cherché la poésie et l'imaginaire de l'enfance. Chacun d'eux représente une des multiples facettes de l'homme. En favoriser une seule au détriment des autres ne peut être que réducteur. Nous avons fréquenté un grand nombre d'artistes, en particulier ceux de la galerie. La plupart sont devenus des amis que nous aimions retrouver au moment des vacances. Par exemple, Jean Bazaine à Saint-Guénolé dans le Finistère, James Guittet à Mayenne, près de Saint-Rémy-de-Provence, Olivier Debré à Vernoux, à côté d'Amboise, Guy Bigot à Mency, dans la région parisienne. Nous entretenions des relations suivies avec Michel Sefort à Paris et plus près de Nantes avec Gustave Tifoche à Guérande, Georges Morin à la Poissonnière, au bord de la Loire, Louis Ferrand et Alain Lebras à Nantes. Chaque peinture, chaque sculpture est un jalon de vie, une rencontre, un échange, une personne, et cela n'est pas le moins important.
Je suis né en 1934 à Lons-le-Saunier dans le Jura. Ma famille s'est installée à Toulouse en 1939, Villehoux dans un collège d'enseignement technique et j'ai suivi des cours de dessin industriel, de technologie, de travail des métaux et, bien sûr, les autres matières nécessaires pour obtenir le diplôme de fin d'études. Mes premières tentatives de peinture datent de cette période. Arrivé en 1953 à Paris, après avoir suivi les cours de radiotéléphonie et télégraphie à l'école professionnelle des télécommunications, j'ai fait des études de droit et de sciences économiques à la Sorbonne. Dès mon arrivée dans la capitale, j'ai découvert l'art contemporain au Musée national d'art moderne, dans les salons artistiques parisiens, en particulier celui des Réalités Nouvelles, et dans les multiples galeries de Saint-Germain-des-Prés. J'ai pratiqué la guitare classique pendant plusieurs années et suivi épisodiquement des cours de modèle vivant à l'Académie de la Grande Chaumière. En 1968, une opportunité de travail favorise mon installation et celle de ma famille à Nantes. Nous avons fait immédiatement connaissance avec la galerie Michel Collomb et les peintres nantais du groupe Archipel. Parmi eux, il y avait Georges Morin, Louis Ferrand, Jean Bicoq, Henri Leray. Ils m'ont demandé de devenir leur président et animateur, ce que j'ai fait pendant plusieurs années. Nous avons également fréquenté la galerie Argos. À la demande de Julien Lano, le dynamique président des Amis du Musée des Beaux-Arts, j'ai participé aux réunions et activités du conseil d'administration de l'association. Le conservateur du musée était alors Claude Sauviron, personnage haut en couleur, passionné, extrêmement cultivé. En 1975, mon épouse et moi avons ouvert la galerie Convergence, qui a présenté jusqu'en 2000 un large éventail d'artistes couvrant la plupart des grands mouvements artistiques de la deuxième moitié du siècle, c'est-à-dire l'abstraction lyrique et géométrique, l'expressionnisme, la figuration narrative, le nouveau réalisme, etc. Seul le conceptuel ne nous intéressait pas, étant avant tout des visuels, c'est-à-dire des personnes attachées à la présence de l'objet. Dès le début des années 60, mon métier m'a fortement impliqué dans l'organisation et le développement informatique des entreprises, ce qui naturellement m'a incité à créer des œuvres numériques telles que CD-ROM et DVD d'animation. Pour terminer cet aperçu, je dois dire que, depuis 1992, je participe régulièrement aux manifestations d'art géométrique organisées par le mouvement Madi International, mais j'y reviendrai par la suite. Mes premières peintures montrent l'influence des artistes que j'aimais, Klee en premier lieu, puis Kandinsky et Miro. Je ne cherchais pas à les pasticher, mais à découvrir ce qui pouvait créer leur atmosphère, leur jeu de couleurs, leur dessin, le dynamisme de leurs gestes, enfin tout ce qui est indéfinissable. Puis les centres d'intérêt se sont multipliés et diversifiés avec Matisse, Léger, Mondrian, et plus généralement toutes les formes d'art abstrait, l'expressionnisme allemand, le futurisme italien, le dadaïsme, le surréalisme et bien d'autres. Les réalisations du Bauhaus me fascinent toujours. L'art géométrique, découvert au Salon des Réalités Nouvelles de Paris, m'attirait tout particulièrement, attrait certainement lié au plaisir que je prenais au collège pour le dessin industriel et la réalisation d'objets à l'atelier de métallurgie. Mais la réalisation d'œuvres dans cette tendance ne s'est imposée que progressivement. À partir de 1969, mes toiles adoptent la géométrie avec toutefois des emprunts au monde de Kandinsky ou de Miro. Je suis revenu à un certain réalisme en 1970, brève période avant que la voie abstraite ne s'impose à nouveau, avec toutefois quelques incursions dans l'univers surréaliste, voire un certain expressionnisme. Des personnages, sortes de robots, sont apparus, surtout à partir de 1977,
où ils constitueront le thème majeur, sinon unique, des gravures réalisées à cette période, comme nous le verrons par la suite. De 1978 à 1980, je peins des villes imaginaires très colorées. Composition de cubes, pyramides, cylindres, sphères, cônes. Des années plus tard, je retrouverai cette atmosphère de ville irréelle avec ma série de DVD proposant des voyages dans des mondes rêvés. En 1980, une série de totems est née, peinture frontale, hiératique. En 1981, j'adoptais définitivement la géométrie comme seule voie à suivre. La rencontre au début des années 70 de Michel Sephore a été fondamentale en ce qui me concerne. C'était à un vernissage de ses œuvres à la galerie Argos. Par la suite, j'ai eu de nombreux contacts avec lui. Il a mis à ma disposition ses archives extraordinaires, couvrant pratiquement la totalité de l'art abstrait du XXe siècle. Michel Sephore est certainement le seul témoin ayant participé activement à l'émergence et au développement de l'art abstrait au cours du siècle. Le Musée des Beaux-Arts de Nantes a exposé ses dessins à la Cune en 1966 et 1985. L'Université de Nantes, et ce grâce à Daniel Briolet et Yves Cosson, a organisé en 1985 un important colloque international dédié à son œuvre littéraire, œuvre comprenant des romans, recueils de poésie, essais, histoire de l'art et des nombreuses critiques d'art. Autre rencontre majeure, celle de Carmelo Ardenquin, initiateur du mouvement Mali International. Lancée à Buenos Aires en 1946, cette tendance d'art géométrique
rejette la forme rectangulaire traditionnelle des tableaux, forme héritée de la Renaissance, encadrée, concentrant ainsi le regard sur l'œuvre peinte telle que paysage, portrait ou nature morte. Au contraire, le manifeste Madi de 1946 préconise la polygonalité des œuvres d'art. Toute création géométrique doit tendre vers une forme polygonale. Peintes avec des aplats de couleurs, les créations Madi n'ont d'autre signification qu'elles-mêmes. Créativité, ludicité, invention permanente de formes sont des objectifs à atteindre. L'environnement fait partie de l'œuvre, l'œuvre appartient à l'environnement. En 1954, le Salon des réalités nouvelles à Paris consacrait un espace à des créations Madi. Je me souviens de cette exposition et j'étais loin de penser qu'un jour je participerais à ce mouvement. J'ai fait la connaissance de Carmelo Ardentine au cours d'une exposition d'art géométrique organisée par la Galerie Convergence de Paris. Nous l'avons exposé à Nantes et depuis, mon travail a adopté la voie tracée par Madi. De 1973 à 1977, Georges Morin, professeur particulièrement efficace et bienveillant, m'a initié à la gravure à l'eau forte. Le samedi matin, je me rendais chez lui pour tirer sur sa presse les plaques gravées au cours des jours ou des semaines précédentes. Thème dominant, des personnages robotisés évoluant dans des paysages fantastiques. De 1981 à 1987, la photographie m'a intéressé, développant et tirant moi-même les clichés. Quelques-uns étaient agrandis, essentiellement des vues prises au cours de mes voyages. Découpés, assemblés, collés, les montages obtenus offrent souvent une atmosphère insolite des lieux photographiés. Par exemple, celle, assez irréelle, de Nantes obtenue avec des vues prises dans la brume du matin. Depuis le début des années 90, des sculptures ont vu le jour, mais c'est à partir de 1997 que j'ai réalisé des œuvres de dimensions relativement importantes, par exemple la sculpture Rohan dans le parc de l'hôtel de ville de Blain. Jusqu'en 1998, la plupart de mes œuvres sont issues de petits dessins faits au cours de différents voyages. Certaines sont peintes à partir de souvenirs de la Grèce, du Japon, de l'Ouzbékistan, du Canada, de Chine ou de Prague.
Depuis longtemps, l'informatique m'est familière, tant pour mon travail professionnel que pour mes prétentions artistiques. J'ai donné le nom d'ordigraphie à des sortes de sérigraphie obtenues en ordinateur. Créé de 2000 à 2003, j'ai appelé spatiographie des tableaux animés visibles sur écran ou en vidéoprojection. Leur mise en œuvre nécessite un ordinateur doté d'un navigateur Internet. Les illustrations musicales qui les accompagnent sont obtenues avec des programmes informatiques de création musicale. Ce sont des assemblages d'objets musicaux élémentaires fournis par des bibliothèques de sons et de bruit auxquelles j'adjoins des créations personnelles elles-mêmes réalisées en ordinateur. J'essaie dans la mesure du possible de suivre au mieux le déroulement de l'animation, quelquefois au détriment d'un rythme musical régulier. Depuis 2003, j'ai pu enfin réaliser ce qui trottait dans ma tête depuis de nombreuses années. Créer des tableaux en 3 dimensions, des paysages virtuels dans lesquels le regardeur pourrait se promener virtuellement sans temps. Découvrir ce qu'il y a de l'autre côté du miroir, derrière ce qui est proposé frontalement par un tableau traditionnel. Les programmes informatiques permettent d'atteindre cet objectif. Une série de DVD regroupés sous le nom des mondes rêvés propose de tels voyages. C'est une synthèse de pratiquement tout ce qui m'a intéressé, création d'œuvres plastiques en 2 ou 3 dimensions, de construction architecturale, d'univers irréels, réalisation de compositions musicales, organisation et montage des éléments, afin que le DVD obtenu, le voyage dans mes mondes imaginaires, soit possible. Rythme lent de la découverte, celui que tout regardeur attentionné doit accorder à la contemplation d'une œuvre d'art. Hors du stress du quotidien, de l'agression visuelle à laquelle tout un chacun est soumis chaque jour, c'était mon désir.